Allez, c'est parti. Écoutez, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce cercle qui va porter sur le contrat social. Donc, je vous remercie de votre présence plus nombreuse qu'à l'accoutumée. Alors, donc le contrat social, c'est l'œuvre majeure de Jean-Jacques Rousseau, donc le membre de la secte des Lumières. Il est le fils et petit-fils de respectivement Isaac et David Rousseau, des horlogers prospères établis à Genève. Donc le contrat social est publié en 1762 et c'est une œuvre philosophique majeure au sens où c'est la Bible de la République. Si vous voulez, la République s'est construite sur la base des commandements roussiens et c'est la raison pour laquelle nous autres, en tant que militants royalistes, en tant que militants anti-républicains, en tant que militants contre-révolutionnaires, vous proposez une analyse critique du contrat social me semblait particulièrement opportun et vient justifier, vient appeler ce cercle. Alors, selon Rousseau, l'homme au commencement de l'humanité se trouve à l'état de nature. Donc je pense que c'est un terme qui doit vous rappeler certainement vos cours de philosophie de terminale. Alors pourquoi de nature ? Car l'homme primitif évolue au contact de la nature. C'est un sauvage, un bon sauvage même, qui vit reclus dans un monde sans règles. L'état de nature, vous l'aurez compris, désigne donc la vie humaine avant la naissance de la civilisation et de l'état de droit. Donc puisque, comme dit l'adage, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, l'homme, dans l'état de nature, y est complètement libre, puisque chacun n'ayant aucune relation avec ses semblables, aucune relation de dépendance, de hiérarchie, chacun y est parfaitement libre. Donc du coup, chacun est quelque part dans sa grotte, vit indépendamment des autres et dispose ainsi d'une liberté infinie. Donc en fait, on se rend compte déjà d'un premier sophisme de ce présupposé roussien. Car l'homme primitif, aussi sauvage soit-il, a bien un père, a bien une mère. Ces derniers l'ont nourri, l'ont dorloté, l'ont protégé, lui ont appris les rudiments de la chasse, de la pêche, de la cueillette, éventuellement à faire du feu, ok ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'homme, qui ne l'est pas encore, a besoin de ses pères. Je dirais même plus que sans eux, il ne pourrait vivre. Donc à partir du moment où votre existence elle est tributaire d'autrui, ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre sans les autres, et donc que typiquement, n'en déplaise à Rousseau, vous n'êtes pas libre. De plus, la préoccupation numéro 1 des premiers hommes, elle était de se protéger d'une nature et de prédateurs redoutables. Voilà pourquoi ils vivaient essentiellement en groupe et étaient nomades. Donc, ils se sentaient par conséquent plus en sécurité qu'isolés et sédentaires, comme le conçoit finalement Rousseau. Donc à partir de ce moment-là, à partir du principe où l'homme, au commencement de l'histoire, n'avait aucune relation avec ses semblables, donc il était parfaitement libre, est un contresens qui met à mal ce supposé état de nature, qui est le siège de la liberté humaine originelle, et pour ainsi dire, absolue. Alors, quoi qu'il en soit, force est de constater que cet état de nature inventé, imaginé par Rousseau n'est plus. Et qu'aujourd'hui, les hommes évoluent dans ce qu'on appelle un état de société. Nous vivons en société. Donc l'état de société offre des avantages sur l'état de nature. Dans l'état de société, on trouve par exemple le droit, la justice, la propriété privée et même une police républicaine qui est là pour nous protéger. Voilà. Toutes ces choses-là n'existent pas à l'état de nature. Par contre, à l'état de nature, comme nous dit Rousseau, l'homme dispose d'une liberté sans borne, car il n'obéit à personne, car il n'a aucune relation avec ses semblables. Il y a donc clairement des avantages et des inconvénients à chaque état. Mais alors, comment la bascule de l'état de nature à l'état de société dans lequel nous sommes s'est-elle opérée ? Par le consentement de tous, par le contrat tacite entre tous que Rousseau appelle justement le contrat social, donc il y a une forme en fait d'accord et que nous allons expliciter ensemble. Alors Rousseau stipule que ce contrat social, ce pacte entre tous, ne doit en aucun cas constituer une aliénation des droits naturels.
Ce qu'il appelle les droits naturels, c'est ceux qu'on retrouve à l'état de nature, donc des droits qui sont donc infinis, sans limite, car l'homme, souvenez-vous, y est parfaitement, totalement libre. Donc le but du contrat social est précisément de préserver et de défendre ces droits, en aucun cas de les renier. Il s'agit en fait de transposer la liberté sans borne de l'état de nature dans le cadre de l'état de société. Et c'est ce principe qui semble apparemment contradictoire qu'on retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont je vais vous lire des extraits. Les représentants du peuple français, considérant que l'homme, né pour être libre, écoutez-moi bien, ne s'est soumis au régime d'une société politique que pour mettre ses droits naturels, d'accord, donc sa liberté infinie, absolue, que ses droits naturels sous protection d'une force commune. Plus loin, il est écrit « Les comités ont reconnu que les hommes, s'unissant en société, ont des droits individuels dont ils n'entendent pas faire le sacrifice, et c'est au contraire pour s'en assurer la jouissance qu'ils s'associent et se donnent une constitution. » Donc on se rend bien compte clairement que c'est toute la théorie de Rousseau qui va imprégner en fait les fondements de la République française, qui consiste en fait à vivre dans une société, donc avec des règles, avec des lois, comme si nous vivions dans une société sans règles et sans droits. Et sans loi. Alors, mais comment alors concilier l'inconciliable? Comment réaliser en fait cette jonction entre ces deux états de nature et de société qui sont clairement contradictoires? Alors, par ce mécanisme-là, nous explique Rousseau, les hommes acceptent de renoncer à la liberté infinie dont ils disposent à l'état de nature que si la société est régie par des lois. D'accord? Lesquelles doivent être l'émanation de tous. Ainsi, en obéissant à la loi que nous avons formulée nous-mêmes, nous serons libres, car en quelque sorte, nous n'obéirons qu'à nous-mêmes. Ok? Et on aperçoit très vite la limite d'une telle affirmation. C'est que rarement une loi ne fait l'unanimité. Vous en convenez. Et dès lors, comment affirmer que les opposants d'une loi sont libres s'ils doivent vivre sous la coupe d'une loi à laquelle ils n'ont pas consenti, voire qu'ils ont combattu? Rousseau s'en sort à travers une parade. Il nous dit, voilà, pour qu'une volonté soit générale, d'accord, il n'est pas toujours nécessaire qu'elle soit unanime, c'est ce que je vous disais, mais, et ça c'est fondamental, il est nécessaire que toutes les voix soient comptées. Ok? Ainsi, comme en algèbre, les plus et les moins se neutralisent, si bien que sur une thématique, une problématique donnée, les réponses convergentes correspondent à l'intérêt général, au bien commun, et les réponses divergentes correspondent aux intérêts particuliers. Et ces derniers qui traduisent l'égoïsme, le petit intérêt personnel, le corporatisme, sont annihilés, noyés par la masse du plus grand nombre. Ainsi, en ne conservant que ce qui a été décrété par la majorité, on n'obtient que l'intérêt général. Et en m'y soumettant, quand bien même mon opinion est contraire à la volonté générale, eh bien, mon intérêt, ma liberté ne sont pas menacés, car ce que décrète la majorité est toujours de salut public. Ça, on va dire, c'est pour une approche assez théorique. Car, en principe, nous dit Léon de Montesquieu, donc un royaliste mort au champ d'honneur de la Première Guerre mondiale, dans le cas où le peuple est par exemple à décider de la durée du service militaire, à la veille de la Grande Guerre, l'intérêt général est de porter le service militaire à la durée la plus grande possible, et ce afin qu'on ait l'armée la mieux entraînée et la plus à même de défendre la patrie, comme le défendront justement Laëf et Clémenceau en 1913, à travers ce qu'on appelle la loi des 3 ans comme la durée du service militaire qu'on voulait mettre en place. En revanche, l'intérêt particulier de chacun est de faire le service militaire le plus court, voire de ne pas le faire du tout. Okay, donc le plus grand nombre, la majorité, la volonté générale, si vous voulez, va donc se prononcer contre cette loi qui va pourtant dans le sens de l'intérêt général, dans le sens de l'intérêt national. Et ce que montre en fait Montesquieu brillamment, c'est que la faille du raisonnement roussien dans laquelle il va s'engouffrer est que, dans les faits, personne ne va jusqu'à sacrifier son intérêt personnel au profit de l'intérêt général, quand bien même on arrive à le distinguer. Ok ?
Donc Rousseau, qui a quelque part mis face à ces contradictions, n'en démord pas moins pour autant. La volonté générale, bien qu'elle ne soit pas parfaite, elle doit dominer, elle doit primer. Et pour qu'elle porte bien son nom de volonté générale, au sens où tout le monde s'exprime véritablement en son âme et conscience, Rousseau va défendre aux citoyens de se rassembler, de faire partie d'associations. Alors, association au sens de groupement. Alors, groupement, ça veut dire quoi? C'est un terme générique qui englobe plein de choses. Donc, concrètement, ça va de la CGT à la fraternité Saint-Pédis. Car alors, nous dit Rousseau, si les hommes commencent à se regrouper, à s'assembler via des associations, on n'a plus alors affaire à la somme infinie des volontés individuelles, ce qui est la base, ce qui est la clé de voûte du raisonnement roussien, la volonté générale, mais à la somme de la volonté de ces groupements, d'accord, lesquels, donc, quelque part, accaparaient la volonté individuelle de chacun des membres. D'accord? Je cite Rousseau. Il importe, qui est en continuité, en fait, de ce que je vous dis. Il importe donc, pour avoir bien l'énoncé de la volonté générale, et c'est là où c'est important, qu'il n'y ait pas de société partielle dans l'État, et que chaque citoyen n'opine que d'après lui. Donc l'homme étant doué de la raison, il ne doit par conséquent plus exister de société secondaire. Plus aucun groupement, plus aucune structure entre à un bout de la chaîne le citoyen qui donne son avis, qui exprime loyalement sa bonne volonté, et à l'autre bout de la chaîne, l'État qui est censé justement mettre en application, faire respecter la volonté populaire. Ok? Donc mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à ses saints, en quelque sorte, c'est ce qui sous-tend le raisonnement roussien. Il ne faut plus du coup de société écran, plus de société intermédiaire entre le citoyen et l'État. Donc ça veut dire quoi? Clairement, ça veut dire abat la famille, la province, le corps de métier, la religion, qui avec leur lot de règles, avec leur lot de traditions, vont venir entraver la volonté individuelle de chacun. Rousseau, c'est clairement le triomphe de l'individualisme, au sens où il ne doit subsister que l'individu et l'État. Donc c'est en fait la conception de la société de Rousseau, qui est en fait finalement une absence de société, et que je trouve particulièrement anxiogène, où l'homme désormais va se trouver isolé, atomisé, seul face à ce monstre froid qu'est l'État. Et c'est ce qui va préluder du moins à la République jacobine, sinon au totalitarisme. D'accord? Je vais vous citer Hippolyte Taine, donc un historien de l'Académie française, qui, dans les origines de la France contemporaine, publié en 1878, d'accord, donc il écrit la société, les ravages des principes révolutionnaires et républicains, nous dit rien que l'État, dépositaire de tous les pouvoirs publics, c'est ce que je vous expliquais, et une poussière d'individus désagrégés. Nulle société particulière, nul groupement particulier, nulle corporation collatérale pour remplir un office que l'État ne remplit pas. Voilà à quoi finalement aboutit l'individualisme roussien, la disparition des digues à l'emprise de l'État. D'accord? L'État partout et finalement la liberté nulle part. Et on pourrait résumer le système roussien partout dans l'État, rien hors de l'État, rien contre l'État. Cette phrase, elle n'est pas de Rousseau, elle n'est pas de moi, elle est absolument, tout à fait, Anthony, elle est d'un Italien célèbre que vous connaissez tous, Benito, de son prénom. Et effectivement, Frédéric Lemoal, historien français et spécialiste du fascisme, dirait effectivement Mussolini est celui qui a le mieux compris et le mieux mis en application les principes roussiens. D'accord? Mais admettons que moi, je ne suis pas d'accord avec cette espèce de contrat social, de volonté générale qui doit prédominer. Est-ce que j'ai le droit de m'en échapper? Absolument, dit Rousseau. Si ce système, si ce contrat ne me convient pas, j'ai tout à fait le droit de me retirer de la société et de vivre reclus au fin fond des Vosges, ou du Sungo. Mais à partir du moment où j'accepte de faire partie de la société, j'accepte le contrat social, donc j'accepte de me plier d'avance aux décisions de la majorité. Et si je suis dans la minorité, cette tyrannie de la majorité, dont parlait Alexis de Tocqueville, un historien de l'Académie française également très connu pour ses travaux critiques sur la démocratie, cette tyrannie de la majorité, est-ce qu'elle n'est pas dangereuse pour ma liberté? Pas du tout. Car premier point, on l'a dit tout à l'heure, de la volonté générale fidèlement exprimée ne ressort que l'intérêt général, le bien commun.
Donc par conséquent, si, admettons, mon avis n'est pas conforme à la volonté générale, eh bien c'est tout simplement que je me suis fourvoyé, que je me suis trompé, que ma raison a été obscurcie par mon égoïsme et que je n'ai pas su distinguer la volonté générale, l'intérêt en fait général. Ok ? Un second point, c'est que je n'ai pas encore évoqué, la loi s'appliquant équitablement à tous, si une loi est injuste, elle est donc avec tous. D'accord ? La loi, c'est la même pour tous, vous en convenez de prime abord, si une loi est injuste, elle est donc avec tous. Et un grand sophisme roussien, comme nul n'est injuste envers lui-même, d'accord ? Ce qui est plutôt cohérent comme raisonnement, vu que nul n'est injuste envers lui-même, personne n'a intérêt à voter une loi qui lui est préjudiciable. Jusque-là, vous en convenez aussi. Et si j'étends ce raisonnement à l'échelle du pays, le corps électoral dans son ensemble ne vote pas une loi qui lui est attentatoire. Donc selon Rousseau, c'est donc l'égalité devant la loi qui prémunit des mauvaises lois. Donc avec ces deux principes, fiabilité de la volonté générale, égalité devant la loi, je suis tranquille et je suis assuré de vivre libre dans la société et même aussi libre qu'à l'état de nature, quand bien même je suis dans la minorité. Ok ? Donc, on l'a vu tout à l'heure, via l'exemple de Montesquieu, et également les limites de l'omniscience de la volonté générale, qui fatalement aboutit à une dérive totalitaire. Et moi, je vais m'attarder sur le second argument de Rousseau, ce trait d'argument fallacieux dont tu as justement émis une objection, l'égalité devant la loi. C'est un raisonnement, en fait, qui, de prime abord, paraît séduisant, mais qui est particulièrement fallacieux. Car dans les faits, il y a des lois qui vont s'appliquer à tel ou tel groupe. Il y a des lois qui vont peser sur certains, qui vont en affranchir d'autres. Et c'est même justement le propre de la loi de statuer au cas par cas pour le meilleur et pour le pire. On l'a vu par exemple lors du Covid, souvenez-vous, où la loi, elle a permis, elle a interdit au contraire au commerce dit non essentiel, ce qui est d'ailleurs extrêmement méprisant, de fermer. Par exemple, ça peut être la boulangerie, la librairie de quartier. En revanche, les grandes surfaces, elles, ont été autorisées à ouvrir. Alors que, compte tenu du brassage du monde, la circulation du virus, dont on n'entend d'ailleurs plus parler, était quand même plus importante dans les grandes surfaces que dans les commerces de proximité. Donc l'égalité devant la loi est en soi en fait un principe séduisant mais chimérique et qui ne résiste pas à l'épreuve des faits. Par ailleurs, avec cet argument de l'égalité devant la loi, on décèle en fait une contradiction. Car souvenez-vous du premier argument de Rousseau. C'est bien qu'il y ait pléthore d'intérêts particuliers, divergents, contradictoires. Grosso modo, l'un dans l'autre, ça forme une saine volonté générale. Mais en même temps, comme dirait l'autre, Rousseau nous dit, oui, mais l'égalité devant la loi, elle permet de partir du principe que le corps électoral est un bloc homogène auquel la loi s'applique uniformément et indistinctement. Oui, mais ça en fait, c'est contradictoire. C'est soit il y a égalité devant la loi, soit il y a volonté générale. Il ne peut pas y avoir l'un et l'autre. Et Rousseau, qui n'en est pas à sa première contradiction, n'en a qu'une. La vie de Rousseau est contradiction. C'est comme un homme qui a eu 5 enfants, qui les a tous abandonnés sans vergogne, et qui pourtant a rédigé un traité d'éducation qui s'appelle l'Émile. Donc voilà, vous faites ce que je dis, pas ce que je fais. Rousseau, il n'en a qu'une, en fait, de toutes ces objections apparentes, il va persister et signer dans son délire. Oui, je suis aussi libre dans la société civile que dans la société primitive, l'état de nature qu'il magnifie, car je n'obéis à personne, si ce n'est à la loi, qui est, d'une part, la même pour tous, on l'a dit, que vous soyez puissant ou misérable, d'accord, la loi est la même pour tous, et qui en plus est la fidèle expression de la très fiable et très représentative volonté générale à laquelle je peux faire une confiance aveugle. Donc grâce à la loi, je suis libre. D'accord ? Ça c'est très important. Et la loi, qu'est-ce que c'est la loi ? La loi, c'est elle qui nous discute, qui nous sanctionne, qui nous dit ce qu'il faut faire, qui nous dit ce qu'il ne faut pas faire. Donc la loi, elle est cardinale dans la vie en société, contrairement à l'état de nature où la loi n'existe pas. Ok ? Et pour Rousseau, le pouvoir législatif, donc celui de voter la loi, de faire la loi, si vous voulez, il doit appartenir au peuple. C'est le peuple qui doit, dans sa globalité, c'est le peuple qui doit voter les lois. Ce pouvoir-là, issu de la volonté générale,
populaire est infaillible, toujours juste, jamais attentatoire à nos libertés. En revanche, il faut bien une autorité constituée d'un petit nom pour mettre en application les lois. C'est ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. Et donc, puisqu'il faut, puisqu'il faut un gouvernement, le peuple se trouve alors en situation de dépendance, d'infériorité vis-à-vis d'un maître, en l'occurrence le pouvoir exécutif. Et c'est justement contre toute forme d'autorité, contre toute forme de servitude, qu'entend lutter le contrat social. Car je vous rappelle, in fine, le but du contrat social, c'est faire cohabiter l'anarchie de l'état de nature dans le cadre de la vie réglée en société. Alors la solution à cette quadrature du cercle, elle est très simple, c'est rendre le pouvoir exécutif aussi faible que possible. Donc le rendre dépendant des urnes, donc le faire passer sous la coupe du peuple qui fera et défera les gouvernements à sa guise. Donc vous avez là la justification d'un régime politique que vous connaissez tous qui s'appelle la République. Ok ? Et on décèle en fait un petit peu une anomalie, une bizarrerie, une contradiction. C'est-à-dire que d'un côté, Rousseau accorde une confiance aveugle, pleine et entière dans le peuple, auquel doit échoir le pouvoir législatif, et en revanche, il se méfie comme de la peste du gouvernement, du pouvoir exécutif. Donc pourquoi il y a en fait cette espèce de dichotomie ? Rousseau, comme vous l'aurez compris, a une sainte horreur et combat toute forme d'autorité. C'est le côté clairement, je dirais, anarchiste de Rousseau qui explique cette aversion à l'ordre. Il est tellement désordonné et brouillon que lui-même va être amené à se contredire sciemment, consciemment, et à le reconnaître dans son propre livre. Donc il faut quand même le faire. Je vais vous prendre par exemple des exemples. Je l'avais dit que pour Rousseau, le peuple ne peut vouloir que son propre bien. Et il dit, au détour d'une page, souvenez-vous, nul n'est injuste envers lui-même, un grand sophisme roussien. Et il dit comme ça, au détour d'une page, oui, mais donc le peuple peut être masochiste, je cite, un peuple est toujours le maître de changer ses lois, même les meilleures, jusque-là pas de problème, mais s'il lui plaît de se faire mal à lui-même, qu'est-ce qu'a le droit de l'en empêcher ? C'est un peu contradictoire quand même avec le principe d'un peuple qui serait bienveillant envers lui-même. Lui, souvenez-vous, qui pense que la toute-puissance législative doit reposer sur le peuple, il se met à envisager le recours à un législateur, à un intermédiaire, car, je cite, il y a 1000 sortes d'idées qu'il est impossible de traduire dans la langue du peuple, les vues trop générales et les idées trop éloignées sont également hors de sa portée. C'est intéressant. Ensuite, il dit, ça rejoint quelque part Montesquieu, qui lui répond 150 ans après, chaque individu goûtant d'autres plans de gouvernement que celui qui se rapporte à son intérêt particulier, aperçoit difficilement les avantages qu'il doit retirer des privations continuelles qu'imposent les bonnes lois. Mais alors, quid de l'infaillibilité de la volonté populaire, de l'infaillibilité de la volonté générale? Elle est mise à mal par cette citation terrible. Et pire encore, il existe pour Rousseau des peuples qui sont tout bonnement incapables d'exprimer une volonté générale, une saine volonté générale. Ce sont les peuples avec une histoire millénaire, avec des traditions, avec des coutumes. Et je vais vous citer cette citation de Rousseau. « Quand une fois les coutumes sont établies et les préjugés enracinés, c'est une entreprise dangereuse et vaine de vouloir les réformer. Le peuple ne peut pas souffrir qu'on touche à ces maux pour les détruire, semblables à ces malades stupides et sans courage qui frémissent à l'aspect du médecin. » Mais alors que faire de ces irréductibles Gaulois ? Eh bien, je vais vous citer Rousseau, toujours. Il se trouve quelquefois dans la durée des États, et là écoutez-moi bien, des époques violentes, où les révolutions font sur les peuples ce que certaines crises font sur les individus, où l'horreur du passé tient lieu d'oubli, et où l'État, embrasé par les guerres civiles, renaît pour ainsi dire de sa cendre et reprend la vigueur de la jeunesse en sortant, messieurs, dames, des bras de la mort. Donc cette citation, je la trouve absolument abominable, absolument terrible, au sens où elle annonce la guerre civile, le génocide, le massacre des Français enracinés, des mauvais Français. Elle présage en fait le massacre vendéen. Et retenons cette expression en fait, l'horreur du passé tient lieu d'oubli, qui prélude en fait la destruction de toute autorité issue du passé, de tout ce qui a une durée de vie supérieure à la nôtre, du nihilisme.
de la déconstruction, en fait. Hein, car oui, une société qui, selon Rousseau, contient les enseignements du passé, via des mœurs, via des coutumes, via une tradition, est une société à combattre, car une société sans liberté. Pourquoi? Car les traditions, avec un grand T, un T majuscule, c'est un carcan. C'est un carcan car c'est une autorité obsolète, établie par d'autres que nous-mêmes. La tradition nous empêche donc de réaliser pleinement ce que notre raison à nous commande. Ok? Je vais vous prendre un exemple un peu plus concret. Par exemple, vous êtes marié, vous avez juré fidélité à votre femme, à la mère de vos enfants, devant Dieu, tu ne tromperas pas. Voilà, par exemple une tradition, voilà un commandement ancestral qui à la fois est religieux et familial. Or, pour Rousseau, l'homme n'est libre que si son existence, ses rapports avec autrui sont réglés par sa seule volonté présente, indépendamment des autres. Donc, si vous avez envie de changer de femme comme on change de chemise, vous êtes, dans le cadre du système roussien, pleinement dans votre plein droit. D'ailleurs, dès 1792, soit l'an 1 de la République, ça témoigne bien véritablement des priorités du régime, la République adopte la loi sur le divorce. Et dès lors, on ne parle plus de sacrement du mariage, mais de contrat de mariage. Donc cette bascule sémantique, elle est assez intéressante, et contrat, ça veut dire ce que ça veut dire, ça peut se casser à tout moment et se renouveler avec d'autres à tout moment. On perd également cette notion de sacré, un sacrement du mariage. Ok ? Donc véritablement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cadre du système roussien, c'est la volonté à l'instant T, débarrassé de tout héritage du passé, de toute tradition, oserais-je dire de toute morale, qui doit guider, selon Rousseau, la conduite de l'homme. Mais la conduite de l'homme, alors, est-elle pour autant toujours saine? Absolument, nous dit Rousseau, et je vais vous citer, je n'ai qu'à me consulter sur ce que je veux faire, écoutez-moi bien, tout ce que je sens être bien est bien, tout ce que je sens être mal est mal. Donc un autre exemple très concret, par exemple, je suis un homme, indéniablement, et la nature, qui est une forme de tradition, finalement, m'empêche de porter un enfant. Mais si j'en ai envie, si pour moi c'est bien, eh bien le système roussien me donne un blanc-seing pour aller me faire greffer un utérus et porter un enfant. Donc le contrat social, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment la liberté pure, l'anarchisme érigé comme principe. Et voilà pourquoi la République, qui est la fille spirituelle finalement du contrat social, n'a de cesse de s'en prendre à tous ces vecteurs de tradition, d'enracinement. Alors la famille, j'en ai parlé tout à l'heure, à travers deux exemples éloquents que sont le divorce et les pères porteurs d'enfants, mais également de manière générale toutes les structures où l'homme se racine. Alors je pense à une structure qui est l'école, dont Thèse vous a parlé à l'occasion de son cercle, l'école où on apprend à aimer son pays, à en parler la langue, à l'écrire, à réfléchir, à compter dans cette langue, également à connaître l'histoire de son pays, la géographie de son pays, voilà. Également une autre structure dans laquelle on se racine, la province, avec notre chère Alsace et son droit local qui est de plus en plus menacé par les Jacobins, et de manière générale notre identité qui se trouve désormais dissoute au sein de ce qu'on appelle le Grand Est, et maintenant cette collectivité européenne d'Alsace. Voilà, donc au secours. Et même de manière générale, la France. Quand on entend M. Macron qui nous déclare que l'art français n'existe pas, quand on entend M. Macron qui va en Algérie décréter que la colonisation fut un crime contre l'humanité, voilà, on est dans cette flagellation, dans cette repentance permanente, cette déconstruction finalement de la France. Donc, ni Dieu ni maître, je pense que c'est une expression que vous connaissez tous, et j'ai choisi à dessein de reprendre, ni Dieu ni maître. Tel est le résumé du contrat social qui est la négation de toute autorité, le champion de la déconstruction. Le contrat social est juste une fable anarchiste, un ode libertaire qu'il est particulièrement agréable d'entendre, mais à un moment donné, il faut arrêter de rêver et redescendre sur terre. Oui, c'est en effet agréable d'entendre que parce qu'il est armé de la raison, l'homme peut faire sans scrupule ce que bon lui sommes, que les hommes, de manière générale, parce qu'ils sont dotés de la volonté, parce qu'ils expriment une volonté générale fiable, n'ont besoin d'aucune forme de gouvernement, ou presque. Oui, tout ça, effectivement, c'est de prime abord séduisant. C'est d'ailleurs le principe de la démocratie. Démocratie, ça veut dire quoi, littéralement? Pouvoir au peuple.
Et oui, la démocratie est une forme d'anarchisme. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'accorder à tout à chacun le pouvoir de décider qui et quel programme va présider aux destinées du pays tous les 5 ans et remettre en jeu tout ce cirque médiatique, électoral, oui, c'est une forme d'anarchie. Clairement, est-ce que le paysan du fin fond du Sungo est le plus à même de se prononcer sur ce qu'il ignore le plus, c'est-à-dire le fonctionnement de l'État central et souverain? Et je dis ça, c'est clairement pas du mépris de classe, au sens où j'en viens de la paysannerie, un certain nombre d'entre vous le savent, mais c'est à un moment donné se dire, est-ce qu'il serait pas plutôt souhaitable que la vie du paysan sungovien, elle soit plutôt recueillie régulièrement et écoutée attentivement dans le cadre de la vie de sa commune, dans le cadre de la vie de son métier, dans le cadre de la vie de sa paroisse, plutôt que ce dont il est à milieu de comprendre les très complexes et très stratégiques tenants et aboutissants. D'accord ? Donc rassurez-vous, oui, certes, nous sommes critiques du contrat social, mais nous sommes naturellement pour le droit de vote. Nous sommes naturellement pour un régime de liberté. Mais à la différence de la République une et indivisible qui va exporter des institutions toutes faites en province, nous voulons justement mettre les pouvoirs locaux en état de créer et de faire vivre sur place des institutions locales, notamment à travers le droit de vote. Donc il ne s'agit clairement pas dans notre optique d'aller créer des succursales de Paris, d'accord, des miroirs, mais de laisser s'allumer sur place des foyers de vie locale. Donc il y a de vraies libertés, et là j'entends liberté avec un L minuscule et avec un S du pluriel. Je ne parle pas de la liberté avec un L majuscule, c'est une liberté abstraite, universelle. Il n'y a de vraies libertés que si elles sont spontanées et émanent de leur milieu d'origine. Mais alors, vous allez me dire, est-ce que c'est pas quelque part anarchiste aussi de laisser les pouvoirs locaux en état de monter et de créer et de gérer leurs propres institutions locales? Si, effectivement, mais la monarchie, c'est l'anarchie plus 1. Et le plus 1 est important en la personne du roi. Et ça change tout, car pour arriver à réconcilier l'unité nationale et la diversité régionale, la diversité provinciale, eh bien ce savant équilibre sera assuré par une autorité forte au-dessus de l'ensemble, un roi, chef des républiques. Ok ? Et je dis chef des républiques car Maurras n'a jamais voulu d'un roi tout-puissant, omnipotent, qui, contrairement à ce qu'enseigne la propagande républicaine, n'a jamais existé. Il s'agit en fait tout simplement d'établir le rôle de l'État royal en tant qu'arbitre et non intervenant, s'immisçant en permanence dans le fonctionnement des corps intermédiaires décentralisés. Alors non, clairement, nous ne sommes pas républicains. Et souvenez-vous, pour ceux qui étaient à la Jeanne, de ce fameux slogan anti-républicain qui avait fait pousser des cris d'orfraie aux médias bien pensants. Effectivement, nous ne sommes pas républicains, nous sommes, comme disait Maurras, 36 000 fois républicains. Pourquoi 36 000 fois? Car on comptait, je pense qu'on compte encore 36 000 communes en France. Donc oui, effectivement, nous appelons de nos voeux la décentralisation. Oui, certes, nous sommes pour le droit de vote, pour la démocratie, mais dont l'échelle idéale est celle de la commune, voire éventuellement celle de la province. D'où notre credo politique, autorité en haut, liberté en bas. Okay, autorité en haut, liberté en bas, alors que pour Rousseau, c'est autorité nulle part, et chouette, super, c'est la fête, liberté partout. Mais ça ne peut pas fonctionner. C'est un contresens, car pour qu'il y ait la liberté, il faut l'autorité. L'autorité permet la liberté. Vous ne pouvez rien contre ça, et je vais vous prendre un exemple très concret et on ne peut plus actuel. Eh bien, c'est ce cercle, en fait, tout simplement. Car si nous sommes libres de faire ce cercle, si on me réfléchit bien, c'est qu'il y a plusieurs autorités qui rentrent en jeu. La première autorité, c'est celle du patron de bar, qui, en tant que gérant, nous met les lieux à sa disposition. La deuxième autorité qui rentre en jeu, c'est celle de notre association culturelle, le Cercle Fustel de Coulanges, qui, par son nom, par sa structure, par sa réputation, en quelque sorte, permet également à ce cercle d'avoir lieu. Et la troisième autorité qui rentre en jeu, c'est la mienne, qui fait qu'en tant qu'intervenant, vous m'écoutez attentivement, je vous en remercie et j'espère que ça va durer encore longtemps.
Voilà. Donc, clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il n'y avait ni lieu, ni association, ni intervenant, donc s'il n'y avait pas des formes d'autorité, il n'y aurait pas de cercle, donc il n'y aurait pas de liberté. Ok? Donc, liberté, d'accord? Très bien, nous sommes pour, mais pas de liberté sans autorité. Ok? Ça, c'est vraiment une critique contre-révolutionnaire fondamentale à comprendre. Donc, je vous demande vraiment de prendre du recul avec le très insidieux contrat social qui exige la liberté à tout crin, sans son corollaire, sans sa contrepartie indispensable, qu'est l'autorité. Okay? Donc, par conséquent, le contrat social, de prime abord, ça va attiser notre anarchisme, notre soif de liberté, notre égoïsme aussi. Et c'est aussi et surtout le contrat social particulièrement dangereux du point de vue politique. Car, via la démocratie, dont il est l'apôtre, prétendre confier la garde des intérêts nationaux, c'est au fond les confier à personne. Car la responsabilité, dans le cadre de la démocratie, la responsabilité avec un grand R, elle est tellement diluée, elle est tellement noyée, elle est tellement dissoute dans la masse des 45 millions d'électeurs qu'elle en devient finalement inexistante. Et tel est véritablement le drame de la démocratie où personne n'est responsable de l'intérêt national, personne n'incarne et ne défend l'intérêt national. Donc il faut d'urgence rétablir un organe d'intérêt national, et quelle forme prendra-t-il ? Eh bien nous, contrairement aux révolutionnaires, nous ne sommes pas des nihilistes, d'accord ? Nous sommes des empiristes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous partons du principe que la France, elle a plus de 2000 ans d'histoire, elle n'est pas née en 1789, il s'agit donc de regarder dans le rétroviseur et d'analyser objectivement l'histoire, d'étudier vraiment l'histoire comme une science à part entière et d'en déduire des lois, d'en déduire des leçons politiques pour la marche du pays. C'est ce qu'on appelle en fait l'empirisme organisateur. C'est une méthode qui a été popularisée par Charles Maurras et qui fait qu'à l'Action française, effectivement, qui considère l'histoire comme un réservoir de leçons politiques, nous avons toujours attiré des historiens, alors le très célèbre Jacques Bainville, l'historien de l'AF, de l'Académie française, mais aussi des férus d'histoire, qu'ils soient étudiants, enseignants ou même des patriotes amoureux de leur pays. Par ailleurs, contrairement aux révolutionnaires, pour envisager la meilleure forme de gouvernement, nous ne partons pas d'un présupposé douteux. Souvenez-vous, les soi-disant droits naturels d'un hypothétique état de nature qu'il s'agit absolument de transposer dans les sociétés contemporaines. Non, nous partons d'un principe réaliste et pas chimérique, d'un principe de bon sens qui est l'intérêt national. Et comment s'appelle cette démarche qui consiste à donner les meilleures institutions à sa patrie en ayant pour guide l'intérêt national? Eh bien, c'est tout bonnement ce qu'on appelle le nationalisme. D'accord ? Donc voilà pourquoi, si nous étions correctement gouvernés, nous n'aurions pas à faire du nationalisme, nous n'aurions pas à nous revendiquer comme nationalistes, mais force est de constater que les principes roussiens font du nationalisme une nécessité vitale. D'accord ? Donc, quoi qu'il en soit, que ressort-il de cette méthode qui est à la fois empirique et nationaliste ? Eh bien, je vais vous citer l'historien Ernest Renan de l'Académie française qui écrit dans La Réforme intellectuelle et morale, sortie en 1871, à toute nationalité correspond une dynastie en laquelle s'incarnent le génie et les intérêts de la nation. Une conscience nationale n'est fixe et ferme que quand elle a contracté un mariage indissoluble avec une famille qui s'engage par le contrat à n'avoir aucun intérêt distinct de celui de la nation. Jamais cette identification ne fut aussi parfaite qu'entre la maison capétienne et la France. Ou encore, dit Ernest Renan, qui est au-dessus de tout soupçon royaliste, la monarchie, en liant les intérêts d'une nation à ceux d'une famille riche et puissante, constitue le système de plus grande fixité pour la conscience nationale. La médiocrité du souverain n'a même en un tel système que de faibles inconvénients. Voilà. Et effectivement, à l'Action française, nous ne sommes pas des bonimenteurs de la monarchie. Nous ne prétendons pas que la monarchie est un gouvernement parfait, à l'abri de fautes, mais ce que l'on prétend, c'est que dans le cadre d'un gouvernement héréditaire, les intérêts de la famille royale sont si étroitement liés à ceux du pays que ce gouvernement héréditaire le sert mieux que n'importe quel autre. D'accord ? Et je vais peut-être vous prendre un exemple parlant et personnel pour illustrer ce que je viens de dire. Donc, comme vous le savez, je suis fils d'agriculteur, voilà, et le sort de ma famille étant
corrélé au rendement des terres, eh bien, mon père n'a aucun intérêt à laisser son domaine se délabrer. Il a au contraire tout intérêt à le bonifier, à le mettre en valeur. Il va même me préparer dès la jeunesse à l'exercice de mon futur métier. Et il n'a clairement aucun intérêt à laisser à la chair de sa chair, donc son fils, un domaine en ruine. Et ce que je veux vous faire toucher du doigt à travers cet exemple, c'est que la monarchie, en plus de l'hérédité, a un avantage fondamental, c'est la responsabilité. D'accord ? Ce qui manque cruellement en démocratie, car c'est effectivement parce que la famille royale, comme ma propre famille, est responsable, d'accord, que son nom, que sa destinée, que son sort se confond avec celle du domaine dont elle a la charge, qu'on peut dire que la monarchie, en plus de faire la France, l'a menée au firmament. Ok ? Alors, nous prenons effectivement un gouvernement dynastique. Mais faut-il pour autant que chaque génération sorte de la cuisse de Jupiter ? Car autant mon paternel peut être un excellent agriculteur, autant moi je peux être médiocre. Alors, des fois ça saute une génération, comme dit l'adage. Non, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la monarchie, comme l'agriculture, c'est une affaire de famille. Hein, mon oncle, par exemple, et mon cousin qui sont du métier, n'hésiteront pas à me prêter main forte au nom de la solidarité familiale pour la prospérité et l'extension du domaine. Eh bien, et c'est la raison pour laquelle également les qualités personnelles du roi comptent finalement peu. Et dans le cas extrême où le roi est fou, comme c'est arrivé une fois dans l'histoire de France, il y a ce qu'on appelle en fait une régence, d'accord, qui est exercée par l'entourage du roi. Donc ce qui prime, ce n'est pas la personnalité du roi, ce n'est pas ses qualités, c'est l'institution royale. Donc l'institution royale, ça veut dire d'abord la famille, d'accord, et je l'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi l'indépendance de la couronne. Hein, c'est parce que la place suprême, dans le cas de la monarchie, n'est plus à prendre, qu'elle est justement, qu'elle peut préserver la France des lobbies, des forces de l'argent, des partis, des jeux d'appareil, de la démagogie. Et c'est aussi justement parce que la monarchie a cette logique du temps long, de l'hérédité, qu'elle est en mesure de conduire et de mener à bien des politiques structurelles impossibles à mener sur 1, 2, 3, 5, même 10 quinquennats sur le front de l'emploi, de l'immigration, du logement, de la santé, de l'écologie. Voilà pourquoi donc seule la monarchie est en mesure finalement d'avoir une politique qui a le bien commun comme guide et l'intérêt supérieur de la France comme boussole. Je vais vous lire une citation. Un homme qui travaille à assurer sa dynastie, qui bâtit pour l'éternité, est moins à craindre que des parvenus pressés de s'enrichir et de signaler leur passage par quelque action d'éclat, nous dit Pierre-Joseph Proudhon, le philosophe et père de l'anarchisme français. Donc ça y est, je viens de me réconcilier avec les anards, après les avoir pas mal pointés du doigt au cours de ce cercle. Donc on peut dire voilà, que la boucle est bouclée, que ce cercle touche à sa fin. Et voilà moi ce que je pouvais vous dire sur le contrat social, sur ses principes, sur ses failles et sur son alternative. Et j'espère que ce cercle n'a pas été, été assez clair, bien qu'il fût, c'est vrai, assez intense. Et j'espère qu'il vous aura permis de comprendre le mirage que constitue la démocratie, le mirage que constitue la République, et aussi de mieux comprendre la raison et la nécessité et l'urgence de notre combat, car enfin, tous avec moi, pour que vive la France. Vive le roi. Merci à tous.